bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce 4e Human Club, le club qui rassemble la communauté de ceux qui mettent l'humain au cœur des organisations. Je vous remercie et je suis très heureux d'être avec vous jusqu'à 12h30 et je vous remercie d'être aussi nombreux et d'avoir répondu présent à notre invitation de ce matin. Avant de vous présenter les différents invités qui vont nous rejoindre pour ce Human Club spécial Perma Entreprise, je tenais aussi à vous annoncer en préalable la tenue, après 2 ans sans édition, compte tenu des restrictions sanitaires, du prochain congrès expo Human Day, la journée de l'humain au cœur des organisations, en janvier 2022 à l'île Grand Palais. On vous promet d'ores et déjà une édition riche en surprises pour cette 3e opus. Alors ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Brezard, président directeur général de Nord6 et par ailleurs de Greenpeace France, que tout le monde connaît, mais également du fondateur du réseau Étincelle, qui œuvre pour les décrocheurs scolaires. Et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le fait qu'il soit l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule La perma-entreprise, un modèle viable pour un futur vivable, inspiré par la perma-entreprise, par permaculture. Je remercie d'ailleurs Michel Buinet, délégué de la Fondation Nord6, pour son aide précieuse dans la préparation de ce webinaire. Alors Sylvain Brezard sera rejoint un peu plus tard par Mathilde Dury, directrice groupe de Nord6, ainsi que par Frédéric Sauvage, directeur de Formasup et président de la NASUP, ainsi que directeur du Master RH de l'IAE Lille. Ces invités pour embrasser le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, la perma-entreprise, avec un axe très fort qu'on a voulu donner à ce webinaire, celui des pratiques de gestion de ressources humaines, et bien sûr, par extension, managériale. Donc, dans cette perspective, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir 3 témoins collaborateurs RH du groupe Nord6, Justine Simoura, Bénédicte Engrand ainsi que Mélanie Lefebvre-Huitefard. J'en profite également pour remercier ceux qui rendent possible ce moment d'échange, nos 2 partenaires, Formasup ainsi que le MAG-RH, premier média multimodal de l'écosystème RH et Formasup, vous le savez, CFA de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. En préalable également, vous avez sans doute l'habitude des visioconférences après plusieurs mois de télétravail, mais je vous rappelle que pour le confort de tous, nous vous conseillons de désactiver vos micros. Je rappelle aussi que vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat et qu'on y répondra en direct avec nos invités en fin de webinaire. Et je vous indique également que ce webinaire est enregistré, évidemment, pour pouvoir bénéficier par la suite d'un replay. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite en accueillant Sylvain Brezard et lui demander de nous rejoindre. Bonjour Sylvain, bienvenue. Bonjour. Alors, on s'intéresse aujourd'hui au concept de la perma-entreprise, donc qui découle de la permaculture. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez commencer par nous donner une définition de cette perma-entreprise? Le modèle de perma-entreprise, c'est un modèle qui consiste à dire que tout ce que produit l'entreprise doit être produit au service des êtres humains et très utile aux êtres humains, le très utile important, puisqu'il y a des choses inutiles, il me semble, et que le mode de production se fasse en préservant les ressources qu'elle utilise, cette production, et notamment des ressources planétaires, donc en ayant une sobriété dans l'usage des ressources, voire une régénération des ressources, et tout cela en créant de la richesse qui doit être répartie équitablement. Très bien. Avant que vous nous en disiez beaucoup plus à travers votre présentation tout à l'heure, et en l'accent bien sûr sur les enjeux RH qui nous intéressent aujourd'hui, je vous propose de visionner tous ensemble une vidéo qui récapitule
particulièrement bien ce qu'est ce concept de perma-entreprise. Connaissez-vous la permaculture? Ce modèle, né pour l'agriculture dans les années 70, est un ensemble de méthodes qui permet de cultiver et de produire tout en préservant et en régénérant les ressources utilisées. Eh oui, en fait, c'est une philosophie de vie. Le modèle économique tel qu'il est aujourd'hui accroît les inégalités, fragilise les démocraties, accélère la biodégénérescence de la planète et le réchauffement climatique. Franchement, ça fait pas rêver. Il est donc temps, en 2021, d'ouvrir une nouvelle décennie. Et pour répondre à ces problématiques économiques, sociales et environnementales, la permaculture est une vraie source d'inspiration pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la perma-entreprise. Mmh. Là, vous me direz, mais c'est quoi la perma-entreprise? Si je vous dis production efficace, utile aux êtres humains, qui ne nuit pas à la planète et qui régénère les ressources utilisées et partage équitablement les richesses créées. Voilà les entreprises qui ont de l'avenir. Et Écoute pour un elles, webinaire. tous les voyants sont au vert, comme on dit en écologie. Premièrement, elles attireront plus de talents. Et oui, les jeunes expriment de plus en plus fortement leurs besoins d'un autre monde. Dans une perma-entreprise, on s'en soucie réellement. Et ça, pour les salariés, ça donne envie. Ensuite, toujours plus de clients. Les consommateurs rejettent de plus en plus tout ce qui est jugé néfaste pour la planète. Même les appels d'offres comportent de plus en plus de critères de développement durable. Soyez prêts. Enfin, plus d'anticipation des normes et des lois, et plus d'innovation, et donc plus de performance. Prenez un temps d'avance. Je vois que vous êtes impatient. Et là, vous me dites, concrètement, on fait comment? Oui, c'est normal. Alors, je vous préviens, ce n'est pas du greenwashing. C'est un réel changement de modèle. Tout d'abord, il faut définir sa raison d'être et les enjeux de l'entreprise sur la base de 3 principes éthiques indissociables. Prendre soin des êtres humains, préserver la planète et se fixer des limites et partager les surplus. Ensuite, il faut définir les projets et actions qui devront être menés avec une forte préoccupation d'usage sobre, mesuré, voire régénératif des ressources, qu'elles soient naturelles ou humaines. Il faut aussi se fixer des objectifs d'impact exigeants pour avoir un véritable impact. Enfin, il faut agencer ses parties prenantes par projet pour créer de meilleures synergies, être plus efficace tout simplement. Il ne reste plus ensuite qu'à mettre en mouvement la perma-entreprise avec un outil de pilotage basé sur un référentiel d'indicateurs propre à chaque entreprise. Si on résume, la perma-entreprise, c'est par exemple régénérer le bien-être physique et mental des collaborateurs, leur employabilité, préserver la planète en visant une contribution nette et positive de carbone, se fixer des limites et mieux partager ses résultats financiers. Chez Norcis, ils expérimentent ce modèle. Et la bonne nouvelle, c'est que Sylvain Brozard, son PDG, a décidé de partager son expérience dans un livre. Un véritable guide pratique, complet, qui va vous permettre à vous aussi de faire évoluer votre entreprise au service des grands enjeux du XXIe siècle. Les 10 prochaines années vont être déterminantes pour l'évolution du monde. Aujourd'hui, je souhaite partager le modèle de perma-entreprise avec toutes celles et ceux qui souhaitent s'en emparer et être acteurs pour une évolution positive du monde. Je m'adresse particulièrement aux chefs d'entreprise qui, par leur lucidité, rendront leur entreprise performante, mais également engagée à la hauteur des enjeux du monde. Les générations futures, les jeunes qui nous entourent, nous attendent avec inquiétude. Faisons en sorte que dans quelques années, ils soient fiers de nous car nous aurons eu le courage de remettre en question et notre vision et nos pratiques d'entrepreneuriat. Alors, on se lance? À vous de devenir perma-entrepreneur. Très bien, beaucoup d'infos résumées dans cette belle infographie et belle vidéo animée. Sylvain, je vais vous laisser la main pour pouvoir partager votre document de présentation. Et je vais vous laisser la parole, bien sûr, puisque vous nous avez préparé une présentation en accent effectivement sur les enjeux RH de cette perma-entreprise qui fait l'objet pour vous en ce moment d'une campagne intensive d'évangélisation, si j'ai bien compris. C'est un peu ça. Alors, je ne sais pas si j'ai pris le micro là. On vous entend.
Vous m'entendez? Bon, parfait. Oui, votre présentation n'est pas tout à fait en plein écran. Ah, alors, il faut que je prenne autre chose. Présentation. Je vais prendre autre chose. Hop. Là, on continue d'accueillir quelques retardataires. Parfait. Voilà, ça doit être en plein écran là, hein, je pense. Parfait. Bien, alors, vous avez vu cette petite vidéo qui souhaite avoir des vertus pédagogiques, donc j'espère qu'elles les ont eues, ce qui m'évitera de répéter certaines choses et peut-être de m'appesantir un peu plus sur ce qui touche votre domaine de prédilection, c'est-à-dire les ressources humaines. Ceci étant, si on en est arrivé là, euh, et j'espère que ça ne va pas vous choquer, mais c'est parce que moi, le constat que je fais, c'est depuis que la RSE est arrivée en France, début des années 2000, un certain nombre d'entreprises s'en sont emparées avec conviction, d'autres avec peut-être plus d'esprit de communication que de fond sur les sujets. Ceci étant, si on cumule tout ce qui a pu être fait au nom des entreprises, notamment en France, on s'aperçoit que ça n'a pas empêché le monde de se dégrader. Dégradé sur le plan écologique, évidemment, je pense que tout le monde commence à le sentir même, mais dégradé également sur le plan sociétal et social. Je ne vais pas m'appesantir sur les exemples, mais ils sont très, très nombreux. Donc, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? On n'a pas le droit de ne rien faire. On n'a pas le droit. Et on pourrait avoir comme réflexe de se dire, ben, finalement, c'est le rôle des politiques, on les élit pour ça. Pourquoi pas? Mais le problème du politique, c'est que c'est trop long, beaucoup trop long. Et qu'en plus, la politique française est dans le multilatéralisme européen, ce qui fait que c'est très, 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 très long. Je prends un dernier exemple. Il y a maintenant plus d'un an que l'Europe a décidé de mettre 750 milliards sur la table pour essayer d'amortir la casse liée au Covid. Il n'y a toujours pas un milliard qui est sorti et ça ne sortira pas avant septembre 2021. Donc, vous voyez la longueur de tous les dispositifs politiques, quand en plus, ils sont décidés à agir. Et sur un certain nombre de sujets qui touchent notamment ceux qu'on va aborder tout à l'heure, ils ne sont pas forcément décidés. Donc, ma conviction, c'est que c'est vraiment l'entreprise qui est la mieux placée pour changer les lignes d'évolution du monde. Mais encore faut-il que, un, elle ait la lucidité suffisante pour se remettre en question, et deux, qu'elle sache comment le faire. Et là aussi, je constate, et quand je dis je constate, c'est parce que depuis 20 ans, ben, voilà, je suis dans des réseaux d'entreprises, j'ai présidé le centre des jeunes dirigeants, etc. Et je vois bien qu'une majorité d'entreprises ne savent pas comment faire. Alors on va dans les réseaux et on te dit tiens comment tu fais, qu'est-ce que tu fais pour mieux protéger la planète? Ah bon moi je fais voilà je plante des arbres, bon ah bah je pourrais peut-être le faire. Voilà les réseaux sont utiles pour partager des pratiques mais c'est largement insuffisant pour pouvoir insuffler dans sa propre entreprise une dynamique à la hauteur des enjeux qu'il faut qu'on le surmonte. Voilà le pourquoi de la chose. Et donc, je vais aller assez vite, mais effectivement, euh, le, on s'est remis en question au sein de Norcis. Alors, ce qui nous anime depuis 20 ans, c'est ce que j'avais appelé la recherche d'une performance globale, donc une performance qui soit aussi humaine et environnementale et pas qu'économique. Voilà, ce qui nous a amené au fil des années, à nous engager en 2005 contre la discrimination, pour l'égalité hommes-femmes des salaires, d'accès à la formation, à la promotion professionnelle, qui nous a amené à créer notre université d'entreprise, qui nous a amené à faire notre bilan carbone en 2007, etc., etc. Mais ce chemin-là, on l'a remis nous aussi en question, en disant il faut qu'on aille plus loin pour finalement avoir un impact plus fort sur l'évolution du monde et puis bien sûr essayer de donner envie à d'autres de le faire. Et le donner envie, c'est là où j'ai eu cette intuition de dire mais tiens, et si finalement la permaculture pouvait être source d'influence d'un nouveau modèle d'entreprise. Et la découverte que l'on a fait, puisqu'on a monté un groupe de travail Nord6 pour décortiquer tout cela, défricher ce terrain, c'est qu'effectivement, la permaculture, ce n'est pas simplement de se dire
voilà, si on veut de belles courgettes, on va planter des petits pois à côté parce que les petits pois absorbent l'azote et la courgette n'aime pas l'azote. Et puis, on va planter des oignons parce que les oignons empêchent les champignons parasitaires pour les courgettes. Et elles vont être bien belles, bien grosses et on va pouvoir se régaler. Ça, bon, de plus en plus de personnes en parlent et l'expérimentent d'ailleurs dans leur jardin, et même sur des jardinières de balcon des fois. Mais la permaculture, c'est bien plus que ça. En fait, c'est une philosophie de vie. Et on a découvert que les fondateurs, dont David Holmgren, avaient écrit ça dans un livre de 700 pages. Donc vous voyez qu'en 700 pages, il y a quand même des choses à dire. Et effectivement, cette philosophie de vie, comme ils disent, nous, notre but, ce n'est pas simplement d'alimenter des personnes, c'est de rendre la Terre habitable pour tous. Donc vous voyez que ça dépasse largement l'alimentation, une façon de produire. Et le point d'ancrage de la permaculture, qui est né dans les années 70, hein, ça a du recul finalement, c'était de dire on doit prendre en compte 3 principes éthiques dans tout ce qu'on fait. C'est ce que vous avez vu dans les vidéos. Dans la permaculture, ça s'appelle prendre soin des humains, de la terre, puisqu'on produit, et de fixer des limites à la consommation redistribuée surplus. Et moi, dans le monde de la perma-entreprise, j'ai juste reformulé en disant prendre soin des êtres humains, préserver la planète, donc avoir une dimension plus forte, et se fixer des limites, c'est-à-dire que j'incite les entreprises à s'autoréguler plutôt que de ne rien faire et après de pleurer parce qu'il y a des lois, des normes qui arrivent et qui semblent être contraignantes. Donc, se fixer des limites et redistribuer les surplus que peut générer une entreprise par sa production, mais également, j'y mets la notion de création de richesse et de redistribution d'une partie de la richesse. Voilà, 3 principes éthiques qui sont fondamentaux, sur lesquels on va tout baser. C'est ça déjà le premier grand changement que propose ce modèle. Et on peut l'appliquer aussi bien en créant une boîte qu'en revisitant une entreprise, comme nous l'avons fait nous-mêmes à Norcis, et comme en ce moment, une vingtaine de boîtes sont en train de l'expérimenter. La deuxième chose sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est que dans la permaculture, une fois qu'on se dit le pourquoi de tout ça, c'est de répondre aux 3 principes éthiques, il y a le comment. Et le comment, c'est 12 principes de conception que vous avez sous les yeux. Je ne vais pas les dérouler, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a plus de 30, 40 ans, des gens, 2 personnes, 2 Australiens étaient en train de se dire que, eh bien voilà, il faut être économe et régénératif, il faut utiliser les énergies renouvelables, il faut avoir de l'entreprise une vision globale, et comme il faut valoriser la diversité. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont défini comme le comment faire, c'est d'une fraîcheur absolue en 2021. Donc, c'était des véritables visionnaires. Et moi, je me suis dit, mais bon sang, c'est absolument génial parce que là, il y a tout et ça reste complètement d'actualité. Donc, ce qu'il a fallu faire, c'est réécrire ces principes-là dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière et comment on peut les appliquer. C'est ce que nous avons fait. Voilà, et ça nous amène à la perma-entreprise. Alors, comme je vous le disais, les principes éthiques sont les fondamentaux de la perma-entreprise. Ça veut dire qu'effectivement, quand vous l'avez vu dans la vidéo, on va travailler sur sa raison d'être. Eh bien, on va bien sûr la bâtir sur les 3 principes éthiques. Si on en a une, on va la revisiter pour qu'elle soit en ancrage avec ces 3 principes éthiques. Et vous voyez, il y a le mot indissociable. Et ça, c'est vraiment très important. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on commence à comprendre que tout est interdépendant. La taxe carbone a amené les gilets jaunes. L'environnement, on ne peut plus défendre la planète, et j'en parle d'autant plus que je m'occupe de Greenpeace, sans se préoccuper des aspects sociaux, des répercussions sociales, etc. On ne peut pas créer de la richesse et une entreprise se fixer sur l'économie sans se préoccuper de l'évolution de la planète et de l'environnement social, parce que de toute façon, si on ne s'en préoccupe pas, notre entreprise sera moins performante, parce qu'elle sera dans un contexte de plus en plus difficile. Tout ça, c'est interdépendant. Donc, l'enjeu même de la perma-entreprise, c'est bien de dire que là, maintenant, on veut bâtir un projet de développement d'une entreprise qui intègre de manière indissociable ces trois principes-là.
On ne peut plus se contenter de dire tiens, je vais m'engager fortement vis-à-vis de l'humain, puisque vous êtes très préoccupé par cela, et bravo, et puis en oubliant la planète. Ça, ce n'est plus possible du tout. Et c'est pour ça que je me permets de dire, nous n'avons plus que 10 ans, parce que vous savez très bien, vous en entendez parler, mais quand on dit que les 2,5 degrés sont malheureusement de plus en plus, comment dirais-je, euh, on n'est plus sûr même de ne pas dépasser 2,5 degrés, ça sera une catastrophe. Là, je peux vous le dire. Tous les dossiers du GIEC et autres, ça sera une véritable catastrophe. Donc, c'est pour ça qu'on n'a plus que 10 ans pour se mettre en question. Et voilà, une fois qu'on bâtit sur ces principes éthiques le nouveau modèle d'entreprise, on va s'interroger sur les ressources qu'on utilise, c'est-à-dire finalement, en quoi les ressources que j'utilise, je vais le faire avec sobriété et régénération. Alors là, je vais juste m'arrêter sur les ressources humaines. Et effectivement, quand vous commencez à dire, tiens, mais en quoi je régénère les ressources humaines de mon entreprise, vous commencez à voir que ça dépasse largement des tas de choses que vous pouvez faire. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avons vécu à Norcis. Ça dépasse nos engagements sur la discrimination, ça dépasse nos engagements d'égalité pro, ça dépasse même nos engagements d'équilibre vie pro, vie perso. Ça va plus loin que ça. Ça sublime finalement la question. Régénérer en permanence les ressources humaines de l'entreprise. Comment faire en sorte pour que ces personnes, ces femmes, ces hommes aient toujours l'énergie positive tous les jours. Qui plus est, depuis 18 mois, on voit que c'est particulièrement difficile avec nos nouvelles méthodes de travail, d'organisation, etc. Vous le savez bien, il y a des tas de personnes qui flanchent un petit peu. Comment faire en sorte pour qu'elles aient toujours l'énergie positive? Voilà ce que veut dire la régénération des ressources humaines. Vous voyez qu'on pose les questions avec une autre amplitude et si on y répond, eh bien, on peut être sûr d'avoir un objectif d'impact sur les ressources humaines qui sera sans commune mesure avec ce qu'on peut faire aujourd'hui dans les entreprises. Régénérer les ressources humaines, c'est aussi effectivement se préoccuper de leur employabilité. Les salariés, s'ils gagnent en employabilité, ça veut dire qu'ils gagneront en compétences, en efficacité même dans l'entreprise. Et puis, on ne fait pas une vie dans une entreprise maintenant. Donc, je pense que régénérer, c'est avoir cette préoccupation de dire si cette personne-là quitte l'entreprise demain, elle ne sera pas dans une position de précarité ou difficile. Voilà, la perma-entreprise, c'est un modèle engagé qui se préoccupe de l'environnement dans lequel elle est, et notamment sociétal. Donc, cet ancrage sur la régénération, sur le gestion des ressources, c'est bien sûr une des clés du modèle de perma-entreprise. Et pour ne pas tourner autour du pot, pour vous parler vrai, il a fallu qu'on y intègre dedans des objectifs d'impact incontournables. Et donc, vous avez des objectifs d'impact qui touchent les 3 principes éthiques, et notamment, évidemment, qui touchent les ressources humaines de l'entreprise. Et donc, c'est un choix que nous avons fait de dire il y en a 23, on aurait pu en avoir beaucoup plus, mais à un moment donné, il faut essayer d'aller à l'essentiel. Et donc, sur le côté ressources humaines, pour nous, l'essentiel, c'est ce que je viens de vous dire, plus le fait que les collaborateurs ou collaboratrices soient au cœur de l'évolution de l'entreprise. Donc, il y a des tas de méthodes. Vous pourrez poser des questions sur ce qu'on fait à Norcis, sur ce qu'on expérimente, mais ça, c'est pour moi fondamental. Il faut, entre guillemets, donner un véritable pouvoir aux collaborateurs dans l'entreprise. Et je peux vous assurer que l'entreprise s'en portera bien mieux. Donc, vous voyez que ces objectifs d'impact incontournables sont exigeants. Mais encore une fois, si on veut faire évoluer le monde différemment, il faut avoir cette exigence-là. Et encore une fois, de manière indissociable. Alors, un dernier point, et je vais m'arrêter là, c'est que, voilà, vous avez une espèce de chose grisée là, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les entreprises qui s'engagent dans les RSE avec conviction, quelque part, leur seul repère, c'était de dire, tiens, je vais regarder des référentiels RSE. Voire, je vais me faire évaluer, je vais me faire certifier, parce que ça sera aussi une reconnaissance.
Donc, l'international, c'est ISO 26000. Il y a eu un référentiel français qui s'appelle Lucie. Il y a maintenant le référentiel Bicorp, voilà, pour en citer quelques-uns. Tous ces référentiels, finalement, ne proposent pas comment faire. Ils nous disent, voilà, nous, c'est les indicateurs qu'on va évaluer chez vous, débrouillez-vous. Mais en aucun cas, on va vous dire comment faire. Et la deuxième critique que je fais, c'est qu'ils sont cloisonnés par partie prenante. Et d'ailleurs, on vous donne des notes par partie prenante. Et si vous avez 20 dans l'environnement, 80 dans la gouvernance, vous aurez 50, vous serez certifié. Ça, pour moi, ce n'est plus admissible. Parce que, comme je vous le dis, il faut qu'on agisse sur tous les niveaux en même temps et de manière, comment dirais-je, volontariste. Donc, c'est en cela qu'il fallait essayer de réinventer quelque chose. Et ce modèle PME entreprise cherche à le réinventer en disant, voilà, on ne va plus réfléchir par partie prenante comme ça. On va plutôt se dire, finalement, mes principes éthiques, en quoi je les transforme en enjeux à court et moyen terme dans l'entreprise. Exemple, mon enjeu, c'est de régénérer les énergies des salariés, etc. Et donc, on va se dire, comment on fait? Alors, on va regarder dans l'entreprise ce que l'on fait déjà, et tant mieux, on va réintégrer cet existant-là, et on va chercher, bien sûr, à prendre de nouvelles initiatives, de mener de nouvelles actions pour aller plus loin. Et c'est à ce niveau-là qu'on va se dire, tiens, si je veux mettre en place le télétravail, ce que nous, on a fait en 2015-2016, il me semble, eh bien, quelles sont les parties prenantes avec lesquelles je vais bâtir cette solution-là? Eh bien, je vais peut-être le management ou la direction, des salariés évidemment, des clients. Et nous, à l'époque, on n'a pas impliqué nos clients et finalement, il n'y avait aucun client qui était prêt à jouer le jeu. On a eu tort. Voilà, on va identifier les parties prenantes et on va faire en sorte qu'ensemble, on trouve un intérêt commun. Et là, c'est ce que j'appelais l'agencement des parties prenantes. L'agencement, c'est un mot-clé de la permaculture. On agence les écosystèmes pour être plus efficace. Et bien là, pour chaque projet qu'on va mener, on va se dire, quelles sont les parties prenantes? Ça peut être voilà, sur la réduction des gaz à effet de serre, du CO2, ça peut être avec des associations, évidemment des collaborateurs, etc. Et on va travailler ensemble pour trouver cet agencement et finalement se donner des objectifs d'impact bien plus importants que ce qu'on aurait pu faire chacun dans notre coin. On pourra vous donner des tas d'exemples par rapport à ça. Voilà, je n'en dis pas plus sur ce modèle. Sachez que l'objectif, effectivement, c'est d'avoir son propre référentiel d'indicateurs et de ne pas être collé à un référentiel qui vient d'ailleurs, qui est international, donc qui est très normalisé. Ça fait 10 ans que nous avons notre propre référentiel. Avant, c'était lié à notre performance globale. Maintenant, c'est la performance entreprise. Je peux vous dire, quand vous avez quelque chose comme ça et que vous faites vos propres audits, nous, on le fait dans chacune de nos agences, et tous les 2 ans, on fait cet audit-là et on réunit les gens et on dit, voilà les évaluations qu'on le fait, voilà les points de progrès, vous en faites un véritable outil de pilotage et c'est vraiment très puissant pour une entreprise. Voilà, je m'arrête. Merci Sylvain. Effectivement, on reviendra peut-être sur des sujets plus particuliers. On a vu dans une slide propre aux ressources humaines, par exemple, les questions de politique salariale, de management, etc. Je pense que ça intéressera notre auditoire de revenir sur ces sujets en particulier. Je vous entends parler d'imbrication, d'écosystème, d'interdépendance, etc. Est-ce que finalement la perma-entreprise, la permaculture appliquée à l'entreprise, c'est pas aussi s'inspirer aussi beaucoup de ce qu'on appelle l'économie circulaire? L'économie circulaire est, nous on le considère comme un des projets qu'on va mener au nom du modèle perma-entreprise. L'économie circulaire, c'est effectivement finalement un concept qui est né pour essayer de réduire les déchets, essayer de mieux utiliser les ressources, notamment minérales et autres liées à l'environnement qu'on utilise. Mais voilà, c'est un des aspects qu'on peut mettre en place pour un modèle de perma-entreprise. J'insiste sur cette globalité des choses.
La conception globale, finalement, Voilà, pour… la perma-entreprise, c'est aussi bien se préoccuper des collaborateurs, de leur équilibre vie pro, de ceci, de cela, que de mettre en place un dispositif d'économie circulaire, si on peut le faire, que de faire de l'éco-conception, que redistribuer les richesses autrement, que faire un usage de certaines ressources avec sobriété, etc. C'est cette vision globale qui fait, à mon sens, l'intérêt de ce modèle. Et et qui qui, se d'où et qui la se méthode répercute de proposer une méthode pour pouvoir déployer cette vision globale. et qui se répercute sur, on va dire, le vivre ensemble au sein de l'entreprise. Voilà. Ben, oui, je peux même faire juste une petite parenthèse, puis après je vais me taire. Mais on a embarqué aujourd'hui une vingtaine d'entreprises qui ont décidé d'être les pionniers, en dehors de Norcis, bien sûr, d'expérimenter. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, mais c'est impressionnant les retours qu'on fait en disant le fait de travailler sur ce modèle-là crée une énergie dans l'entreprise, mobilise les collaborateurs qui quelquefois étaient moins péchus parce que voilà, on est sur Paris, on est en télétravail à temps plein, on est dans un petit appart, on en a marre. Et là, il y a une source d'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a une attente. Et en fait, c'est ça qu'il faut intégrer, c'est que jeunes et moins jeunes, mais notamment les jeunes, c'est plus de dire oui, si on mène des projets comme ça va leur donner envie de venir dans l'entreprise. Arrêtons ça, arrêtons avec cette marque employeur qui comme objectif final, comme fin en soi. Bien sûr. Les jeunes, aujourd'hui, c'est un besoin qu'ils émettent, un besoin, c'est pas une envie. Nous Oui. avons besoin que vous remettiez en question pour faire évoluer le monde différemment. Un besoin, c'est quelque chose de fort. Et je vais rajouter une couche, c'est un besoin vital. Parce qu'il y a de nombreux jeunes, hein, ce n'est pas 1%, qui se demandent s'ils vont avoir des enfants. C'est-à-dire s'ils vont créer la vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envie de les mettre dans un monde tel qu'ils l'imaginent aujourd'hui. Donc, ce besoin-là, c'est la clé, une des clés sur lesquelles devrait s'appuyer l'entreprise dans ses engagements. Voilà, c'est pas il faut que je leur donne envie, il faut que je sois attractif. Ça, ce sont des conséquences d'un projet de perma entreprise, mais c'est surtout pas la fin en soi. Bien sûr. On comprend bien qu'un certain nombre de mots-clés souvent utilisés par le marketing RH nous invitent à poursuivre ça en objectif, mais c'est bien des conséquences. Les projets RSE et ceux de permanent entreprise, j'imagine, sont effectivement très fédérateurs et je pense qu'ils rendent très fiers aussi de faire partie d'un projet d'entreprise et créer de l'adhésion là aussi en conséquence. Et je pense que c'est ça aussi qui amène les dirigeants à être particulièrement surpris de l'engouement que ça peut susciter au sein des structures. C'était effectivement un sujet que je voulais aborder avec vous. Au-delà de l'évangélisation, il y a des expérimentations qui sont en cours sur une vingtaine d'entreprises. Vous nous disiez tout type d'entreprise. Est-ce que j'imagine que c'était l'objectif aussi d'avoir un panel d'entreprises très varié pour s'assurer que ça soit viable pour tous? Euh, Exactement. Non, mais c'est important, je rigole parce qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, mais c'est très important. On ne peut pas prétendre essayer d'essaimer un modèle sans vérifier qu'il n'est pas adapté qu'à 5% des boîtes et pas le reste. Donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'expérimenter ce modèle en accompagnant les pionniers, en leur donnant de notre temps et énergie normale et pour vérifier certaines choses. Et donc, ce qu'on peut aujourd'hui dire, c'est que ce modèle fonctionne très bien pour des entreprises de moins de 10 salariés, vous voyez, même moins de 10, on en a 2, 3 et ça fonctionne très très bien. Pour des entreprises de 100, 150, il y a des exemples et ça fonctionne bien. Pour une entreprise comme Norcis qui fait 600 salariés, il n'y a aucun souci. Je ne suis pas capable de vous le dire pour une entreprise de 10 000 salariés parce que pour l'instant, nous n'avons pas trouvé d'amateurs ou d'amatrices prêts à se remettre en question. Mais j'ai l'intuition que c'est simplement, plus on est grand, c'est simplement peut-être un peu plus long et un peu plus compliqué à mettre en place, mais ce n'est pas du tout insurmontable.
C'est un peu plus compliqué parce que si on veut effectivement le faire dans une dynamique collective, ben, voilà, quand on est 1000, quand on est 10 000, ça va sans doute demander un petit peu plus de temps, mais ce n'est qu'une affaire de temps, ce n'est pas une affaire d'incompatibilité. Et je finis en disant que aujourd'hui, c'est expérimenté aussi dans différents secteurs d'activité, et ça, c'est important. Donc, le tertiaire, évidemment, avec Norcis ou une autre entreprise qui s'appelle Cerda. Mais aujourd'hui, il y a une entreprise dans le BTP qui se lance dedans. Il y a une entreprise dans le service électrique qui se lance dedans. Il y a une entreprise, enfin, un magasin franchisé dans la grande distribution qui se lance dedans. Voilà, et pour l'instant, nous ne voyons pas de blocage particulier. Si, allez, il faut que je sois honnête, il y a un blocage chez l'actionnaire. Un projet comme ça doit avoir le soutien de l'actionnaire. Si vous êtes dans une boîte et que vous ne sentez pas l'actionnaire, ce n'est même pas la peine de perdre votre temps. Ça ne marchera pas. Très bien. Et on a eu des exemples récents dans l'actualité où des grandes entreprises du CAC 40 ont justement eu ce petit conflit d'intérêts, disons-nous. Bien, je vous remercie Sylvain et bien sûr que vous serez les bienvenus pour compléter les interventions de notre conversation qui va suivre. Merci donc pour cette présentation et ces premières réponses. On va accueillir maintenant Mathilde Dury, qui est la directrice générale du groupe Norcis, qui nous fait le plaisir aussi d'être parmi nous. Merci et bonjour Mathilde. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Bonjour. J'ai vu qu'il y avait une petite question dans le chat. C'est vrai. Du coup, je voulais répondre par écrit, mais est-ce qu'il y a une place pour une boîte en création ? Et pour répondre en complément de ce qu'a dit Sylvain, au-delà du fait que l'actionnaire soit convaincu de la démarche, c'est plus facile de créer sa boîte sur la base de ce modèle que de transformer sa boîte. Donc, première. Et donc, peux-tu nous donner la liste des boîtes qu'on accompagne ? Ce que je peux dire, c'est que c'est autant de boîtes qui sont dans l'immatériel que dans le matériel. Il y a des secteurs d'activité divers et variés, pas que comme Norcis dans le digital. On pourra... Il y a des boîtes lilloises, des boîtes nantaises, Cerda à Paris. Très bien. Voilà. On pourra les inviter pour un prochain peut-être Human Club ou Day et qu'on ait peut-être un panel d'entreprises qui se sont lancées comme ça ou qui se sont transformées ou dans les différents secteurs. C'est vrai que c'est cette question de la transposition des pratiques, elle est fondamentale. Mathilde, merci d'être avec nous. Finalement, Norcis, ça a été le terreau qui a fait germer la perma-entreprise. On peut se dire ça. Pour vous, en quoi ça reflète, ça traduit la culture d'entreprise de Norcis, ce concept de perma-entreprise? Effectivement, je me souviens de la journée où ça a émergé. Et Sylvain a dit, mais et si on réfléchissait à ça ? Pour ceux qui connaissent Norcis et qui sont déjà venus au siège social, on est entouré de nature. Donc c'est vrai que quand on réfléchit, on aime bien être à Envelin et s'inspirer de ce qui nous entoure avec beaucoup de nature. Donc quand on utilise le langage terreau, tout ça, ça nous parle. Mais au-delà de ça, le terreau fertile a été que pour ce projet, le terreau fertile qui nous guide depuis un moment et qui fait partie de la culture d'entreprise Norcis, c'est une gouvernance qu'on peut qualifier de très participative. Et pour mener ce projet, parce que je vais essayer de parler concret du coup, on a créé un collectif de 10 perma-entrepreneurs dont le rôle principal était de décliner la perma-entreprise au travers de ses enjeux, de ses projets, de ses actions, de ses objectifs d'impact. Le principal critère pour constituer ce collectif a été l'intérêt pour l'évolution du monde.
Donc, on s'est complètement affranchi des statuts de chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun membre du CODIR qui fait partie de ce collectif de perma-entrepreneurs. Et pourquoi je vous parle de cette action? Parce que pour nous, ça a été vraiment le terreau qui a permis de rendre fertile et de rendre possible ce modèle. Donc voilà, je disais, un collectif de 10 perma-entrepreneurs, principal critère d'un intérêt pour l'évolution positive du monde, d'observer ce qui se passe autour de nous, une prise de hauteur sur le monde, pour ne pas dire des gens cultivés qui s'intéressent à ce qui se passe autour de nous. Pas de statut, pas de membre du CODIR. Le rôle du CODIR a été de valider les séances de travail de ce collectif et d'amender. Donc voilà, ça c'était la première chose que je veux dire. Et en complément de ce collectif de perma-entrepreneurs, depuis 4 ans, on a créé ce qu'on appelle chez nous le panel démocratique. Le panel, voilà, c'est une illustration que Nord6, on est dans une vraie gouvernance participative, c'est-à-dire que tous les ans, les collaborateurs ont la possibilité donc d'adhérer à ce panel. Adhérer à ce panel, ça veut dire quoi? Je m'engage un petit peu plus dans la boîte, c'est-à-dire que je réponds à une dizaine de sollicitations par an, des sollicitations qui peuvent être de l'ordre du vote, de l'ordre de l'idéation, de la production d'idées, pour faire avancer et engager encore un peu plus Nord6 vers plus d'intérêt envers les humains, l'environnement, le sociétal, la redistribution des richesses. Et donc, ce panel, il a été dédié sur des questions qui touchaient la perma-entreprise et a permis, aujourd'hui, Nord6, c'est 600 collaborateurs. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 200 personnes qui ont dit « moi, je souhaite intégrer le panel ». Donc, 200 personnes en complément de ce collectif des perma-entrepreneurs qui contribuent à ce projet. Donc, c'est pratiquement la moitié de l'entreprise. Donc, quand je parle de gouvernance participative, on y est complètement. C'est marrant parce que Sylvain et moi, on est dans la même pièce, mais on est dans une grande pièce et il commente ce que je dis. C'est pour ça que je souris. On a bien compris, Mathilde, cette logique de gouvernance collaborative qui est basée sur finalement l'engagement des collaborateurs, leur volonté de s'impliquer, qui est corroborée aussi avec leur état de conscience sur ce qu'ils veulent faire progresser finalement dans leur société et dans le monde d'une manière plus générale. Mais au quotidien, est-ce que vous avez vécu des situations où cette culture d'entreprise a été compliquée à mettre en œuvre, ou en tout cas où il y a eu la confrontation entre de la théorie et de la pratique, ou s'il y a eu particulièrement des enjeux difficiles à gérer, à concilier? Est-ce qu'il y a eu plutôt aussi des collaborateurs peut-être récalcitrants, ou est-ce qu'il y a eu quelquefois des enjeux contradictoires qui nécessitaient des arbitrages difficiles et pas prévus au départ? 2 exemples que je peux donner. Pour tous les nouveaux collaborateurs, on organise une journée avec Sylvain et moi. L'objectif de la journée, c'est d'apprendre à se connaître et c'est de pouvoir échanger, dialoguer sur l'entreprise. Cette journée, on l'a mis en place en 2007 et avec ce qui nous est arrivé cette année, on n'a pas pu la mettre en place. Donc, ça illustre le fait que par des contraintes, on ne peut pas toujours faire parce que cette journée, elle n'a pas de sens si elle se fait en visio. C'est des nouveaux collaborateurs qui ont entre 3 et 6 mois d'ancienneté. Donc, cette journée, elle a du sens qu'en présentiel. Donc, voilà, ça a été un exemple d'un dispositif qui existe depuis plusieurs années et avec lequel on a rencontré des freins. Un autre exemple que je peux citer, c'est lié à notre cœur de métier qui fait que dans une société où on fait du développement informatique, on a à la fois des projets qui sont en immersion chez le client, ce qu'on appelle la régie, et des projets qui se font dans nos locaux en mode forfaitaire. Et donc, quand on a impulsé en 2015
le télétravail, eh bien, on s'est confronté à des cultures d'entreprise différentes qui n'avancent pas de la même manière. Et donc, en 2015, on autorisait à hauteur de 2 jours par semaine le télétravail. Néanmoins, pour des personnes en régie, ça nécessitait une décision commune. Et donc, c'est ce qui fait que parfois nos projets, on va dire, avancent moins vite. Parce que même si nous, on a la conviction que, et on a formé nos managers au management à distance, à avoir confiance, c'est pas parce que la personne n'est pas à côté de nous qu'elle ne travaille pas. Voilà. Toutes les entreprises ont pas le même chemin à faire. Et donc, c'est un autre exemple qui illustre que parfois, on se confronte à des difficultés. Néanmoins, c'est un vrai challenge pour nous d'expliquer le pourquoi c'est important. Et surtout, quand on écoute les générations futures, c'est encore plus fort. Et dans un objectif, vu qu'on s'adresse à des RH de fidélisation, d'attractivité au recrutement, aujourd'hui, le télétravail va être déterminant. Très bien, Mathilde. Vous allez rester avec nous pour d'ailleurs la suite des enjeux qu'on va traiter. Je voulais faire un petit clin d'œil à Frédéric parce que Frédéric, quand j'étais étudiante à l'IAE, on s'est côtoyés, donc c'était marrant de se retrouver là ensemble. Plein de liens, effectivement. Sylvain nous parlait tout à l'heure des réseaux qui étaient un bel écrin de partage de pratiques. Vous êtes vous-même impliqué aujourd'hui au sein du CJD. Vous présidez la cellule Lille Métropole, hein, je ne me trompe pas, Mathilde. On a bien noté que la perma-entreprise, c'est un des piliers, c'est prendre soin de l'humain. Aux autres chefs d'entreprise, quand vous avez le temps de l'ascenseur pour leur expliquer en 2 ou 3 mots les spécificités de l'organisation de Nord6 ou en tout cas la philosophie managériale, la politique RH, qu'est-ce que vous leur dites en 30 secondes comme ça? On bloque l'ascenseur et on se prend une journée pour discuter. Effectivement, je suis pour un mandat de 2 ans présidente du CJD, qui est un mouvement patronal qui a été créé en 1938. C'est une école du dirigeant, hein, ce n'est pas un club business. On va dire qu'au CJD, on ose être des dirigeants et des dirigeantes autrement. Donc, dans ce concept de prendre soin de l'humain, préserver la planète et sa biodiversité, limiter les surplus et la richesse, c'est vraiment ce triptyque économique, social, environnemental et sociétal. Donc, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que voilà, depuis le début de Nord6, en termes de gouvernance, on est sur développer une culture de la hiérarchie d'égal à égal. Donc voilà, quand je vous parle du stage que l'on fait, on passe une journée avec tous les nouveaux, voilà. On n'a même pas besoin de mettre de mots c'est une action en tant que telle. On est là pour échanger, dialoguer pendant une journée. Donc ce mot hiérarchie d'égal à égal, il est important, quoi. On ne se présente pas à la personne par son titre en premier. On se présente aux gens avec qui on est au départ, par les passions, par ce qu'on aime faire dans la vie, avant de dire je suis PDG de Nord6 ou je suis directrice générale du groupe Nord6. Donc cette gouvernance participative, c'est vraiment, voilà, je peux le résumer comme ça. Mais généralement, j'aime pas trop mettre des concepts, mais j'aime plutôt, je vais te raconter des histoires. Parce qu'on voit trop de concepts affichés et c'est la force aussi du livre sur la perma-entreprise, c'est qu'elle est à la fois une prise de hauteur, mais elle donne aussi des clés concrètes, pragmatiques pour mener la transformation dans sa boîte ou créer sa boîte sur la base de ce modèle. Ok, merci, ça mérite d'être très clair et puis on verra que cette logique du non statutaire, si je puis dire, elle se décline aussi sur d'autres enjeux au sein de la structure.
Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre webinaire et d'accueillir maintenant Frédéric Sauvage, le directeur de Formasup de France, également directeur du Master RH IAE Lille. On en parlait juste à l'instant puisque vous êtes passé par cette école de management, Mathilde. On va accueillir nos trois témoins, hein, praticiennes RH, qui vont nous parler à la fois de recrutement, d'intégration, de formation. Mais avant tout, je voulais remercier Frédéric d'être parmi nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Quand on a préparé cette intervention, vous m'avez dit, Frédéric, que ça vous est passé au servant manager, au manager jardinier, et que vous trouvez qu'il y avait un lien fort avec tout ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus pour démarrer? Ouais, j'aimerais d'abord au préalable remercier très vivement Sylvain et Mathilde pour cette présentation inspirante, stimulante. Une présentation engagée et aussi responsable qui montre la voie. Je sais que Norcis a été de longue date un beau laboratoire social et on a besoin d'innovateurs sociaux pour défricher et montrer la voie. Donc vraiment un grand merci à la fois pour le livre et pour la présentation. Oui, en effet, on peut être qu'en questionnement quand on écoute ou quand on lit l'ouvrage de la place de l'entreprise déjà dans la société. On mesure bien que l'entreprise n'a pas qu'un rôle de production économique et je pense que c'est important évidemment de rappeler la place de l'impact de l'entreprise à la fois socialement et écologiquement sur son environnement et je crois que ça, il faut constamment avoir ça en tête. L'impact sur les écosystèmes, il est fondamental. On l'oublie trop souvent et je trouve que c'est le grand mérite de ce qu'on a pu lire ou entendre dans cette courte présentation que de le rappeler. Effectivement, moi, quand j'ai lu l'ouvrage et le modèle ou quand je lis ce qui se fait chez Norcis, j'ai pas la chance d'y aller dans apparemment je pense que les espaces de travail doivent respirer le bien-être, Mathilde, si j'en crois les quelques éléments de référence de tout à l'heure. Oui, ça m'a rappelé. Voilà, tout à l'heure, on évoquait des ouvrages des années 70 et ça m'a rappelé un autre ouvrage des années 70 de Robert Greenleaf sur le servant manager ou leadership. Effectivement, le manager au service d'eux, qui ne se met pas en position de pleine autorité, en tout cas c'est ça dans l'esprit même du modèle, et qui se veut plutôt dans jardinier, effectivement, c'est-à-dire qui est particulièrement soucieux du développement de ses collaborateurs et plus un développement global du collaborateur, un développement personnel et professionnel. Et donc, on ne s'arrête pas qu'au développement des compétences. Et effectivement, la référence sautait aux yeux immédiatement. Et d'ailleurs, ça m'a permis d'aller relire quelques petits extraits de ce livre qui met en avant combien la dimension éthique passe par une capacité aussi collective à trouver des solutions qui sont moralement acceptables dans l'entreprise. Et je trouve que cette gouvernance participative, alors j'imagine que ça va être difficile à faire fonctionner, elle est importante. Et j'ai entendu aussi le mot raison d'être. C'est vrai qu'il y a des entreprises à mission aujourd'hui qui mettent aussi au cœur de leur dynamique la notion de sens. Hein, et c'est ce qu'on retrouve aussi là en partage entre Greenleaf et l'exemple Norcis et le modèle que propose Sylvain. On sent qu'il y a des éléments de référence. En tout cas, merci de nous stimuler. Merci Frédéric. Je vous propose donc de passer au premier témoignage en vidéo avec Mélanie Lefebvre-Wilfard, qui est responsable RH Norcis et qui va nous parler de recrutement et éthique. Merci. Donc, depuis 2005, le CV anonyme existe à Norcis. On ne l'a jamais abandonné, donc ça fait plus de 15 ans qu'on est sur le CV anonyme, parce que pour nous, voilà, c'est un élément primordial dans la lutte contre la discrimination. Voilà, c'est vraiment très, très important pour nous.
puisque ça enlève de nombreux biais. Si je prends un exemple concret, souvent, par exemple, la photo, même si je me dis, je sais que je ne vais pas discriminer, je ne veux pas regarder la photo, ça ne va pas m'influencer. Voilà, si je reçois un CV et voilà, la photo va apparaître, mon regard va se porter directement dessus, et souvent même en premier, c'est automatique. Et du coup, derrière, ça peut engendrer, même inconsciemment, voilà, la naissance de préjugés, de stéréotypes. Donc, c'est vraiment, le CV anonyme, c'est vraiment très important pour nous de continuer ça. Et justement, notre cabinet interne, au sein de Norcis, a un outil de gestion des candidatures professionnelles qui permet d'anonymiser toutes les candidatures. Ce qui fait vraiment que quand je reçois un CV d'un candidat, la décision de rencontrer ou non en entretien, elle est vraiment basée sur des éléments non discriminants et vraiment sur du concret. L'entretien peut être facteur de discrimination. Alors, pour lutter, nous, au niveau des entretiens, on a notamment mis en place 2 leviers. Un levier qui est le fait de dire qu'aujourd'hui, les entretiens, il y a toujours au minima 2 entretiens à Norcis. C'est-à-dire qu'aucun candidat ne passera un seul entretien à Norcis et la personne qui a fait passer l'entretien décide seule si on l'embauche ou pas. Voilà, ça n'existe pas. Il y a toujours un entretien RH et un entretien métier technique, au minima. Il peut en avoir plus selon les profils. Et le deuxième levier, ça va être une formation que suivent nos collaborateurs alors qu'ils font passer des entretiens. Une formation qui est sur la connaissance de ces stéréotypes et de ces préjugés. Parce qu'on en a tous, même inconsciemment. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Donc, voilà. Donc, les personnes qui font passer des entretiens ont suivi cette formation pour les sensibiliser. Et ça va même au-delà, puisque tous les collaborateurs Norcis sur cette formation, tous les collaborateurs la suivent. Voilà. C'est la seule formation à Norcis qui est vraiment dans notre université d'entreprise et qui est présente dans tous les parcours métiers, dans toutes les écoles métiers de Norcis, pour que chaque collaborateur à Norcis la suive obligatoirement. On avait la volonté de sensibiliser tous nos collaborateurs sur notre engagement éthique. C'est quoi notre engagement éthique? Quels sont les principaux domaines éthiques sur lesquels voilà, on souhaite aborder avec vous et de favoriser voilà, l'émergence d'une conscience collective autour de ce sujet-là. Donc, le code de l'éthique a été créé par le conseil d'éthique qui est constitué de collaborateurs Norcis. On l'a appelé, d'ailleurs, on ne l'a pas appelé le code de l'éthique, on l'a appelé le code de l'éthique acteur. Voilà, et ça a toute son importance. On l'a présenté à tous nos collaborateurs en petits groupes en interne. Et aujourd'hui, chaque nouveau collaborateur a une présentation et un échange sur ce sujet-là dans le premier mois d'intégration. Le but, c'est de présenter les différents sujets éthiques voilà, qui touchent Norcis. Si je prends un exemple concret, si on parle de l'intégration, de la non-discrimination, ça va être le sujet qu'on a nommé le respect de la personne. Donc, on a un engagement éthique autour du respect de la personne. Dans chaque engagement éthique, on va leur présenter ce qu'on attend d'eux. Voilà, l'état d'esprit dans lequel on souhaite développer un Norcis, qu'on attend d'eux en tant qu'easy maker, mais aussi de s'engager à respecter voilà, l'engagement éthique et d'être acteur de cet engagement. C'est pour ça que voilà, le code éthique acteur, le mot acteur a toute son importance. Et on va vraiment illustrer par du concret, du factuel, des exemples, parce que l'éthique, ce n'est pas forcément simple de base, de dire voilà, est-ce que c'est éthique, pas éthique. Voilà, les collaborateurs se posaient beaucoup de questions, donc ça a permis vraiment de rendre concret ces sujets-là. Très bien, merci. Merci à Mélanie. Frédéric, on sait que les métiers du numérique font partie de ceux qui sont un peu en tension. Est-ce que ce recrutement éthique, finalement, ce n'est pas aussi un meilleur moyen de détecter les talents? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, effectivement, on peut le poser comme ça. C'est une clé de lecture qu'on peut avoir à travers la mise en place de ces logiques. Plus que jouer sur de l'attractivité et mobiliser l'ensemble des talents sans exclusive, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est surtout comment l'entreprise peut réguler ou gérer ou prévenir de la production d'inégalités.
C'est surtout ça comment elle peut être plus à même de produire de la justice sociale. Et c'est particulièrement ce que j'ai entendu, notamment avec les logiques de CV anonyme. Ce qui est très intéressant en fait, plus que les CV anonymes, je trouve, mais le dispositif en soi, il faut le faire vivre, il est intéressant. C'est surtout amener des collaborateurs à prendre conscience qu'on produit tous du jugement et que ça peut biaiser la reconnaissance de la personne. Quand je dis reconnaissance, c'est la prise en compte de son talent, de son potentiel, et que si un candidat a le sentiment que globalement il va être recruté sur sa valeur et que derrière il va être reconnu effectivement dans l'entreprise sur sa valeur, il y a une forme d'alignement, de cohérence, parce que le risque il est là. Tout à l'heure, Sylvain parlait d'expérience collaborateur ou de marque employeur. Au fond, c'est de vendre une expérience ou des valeurs, mais derrière, dans la vie du quotidien, peut-être que la personne recrutée va pas le vivre comme tel. Et mettre les collaborateurs au cœur du jeu, futurs collègues, si je puis dire, au fond, c'est s'assurer une cohérence dans sa manière de gérer les choses. Donc, c'est surtout cela que je retiens. Alors après, il y a cette logique de code éthique qui va être une production issue d'une forme de démocratie participative. Je me pose toujours la question qui est garant derrière de ce code éthique. C'est in fine, quand il est outrepassé, qui intervient en fait. Mathilde, souhaitait apporter un élément de réponse. Oui, en fait, on a créé un conseil d'éthique. Et ce conseil d'éthique, sa particularité, c'est que tous les collaborateurs peuvent le saisir. Et donc, effectivement, le code de l'éthique acteur visait à ce que cette notion d'éthique, qui est partie prenante de notre raison d'être, elle puisse, entre guillemets, redescendre et infuser auprès de tous les collaborateurs. Donc, quelque part, c'est quand on met le mot éthique à Nord6, ça touche quoi, le respect de la personne. Et si on va plus loin, ça veut dire quoi dans mon métier et dans mes pratiques au quotidien. C'est pour ça que ce code de l'éthique acteur, sur chaque partie, en fait, on pose à chaque fois des questions-réponses qui visent à vraiment que ce ne soit pas conceptuel, encore une fois. Et donc, voilà, il y a cette instance du conseil d'éthique qui peut être saisie sur toute question qui touche à l'éthique par les collaborateurs. C'est vraiment cette instance qui est garant de tout ça. Très bien, merci. On parlait donc d'expérience collaborateur. L'étape qui suit le recrutement, c'est bien souvent l'intégration. On va écouter un deuxième témoignage en vidéo de Bénédicte Engrand, responsable RH Nord6 à l'agence de Nantes, qui nous parle d'intégration et de la communauté Greenmaker. Je vous propose d'écouter. Chez Nord6, on n'envoie pas un collaborateur chez son client dès le premier jour. C'est important pour nous de pouvoir créer du lien, de faire connaissance et de pouvoir le familiariser, lui, avec nos outils et notre culture, de pouvoir rencontrer déjà des acteurs clés de son parcours professionnel. Donc, la première journée va être une journée dédiée à son intégration avec la responsable RH. Ou l'école du développeur si la personne passe en école de dev qui lui sera présentée par Justine. Et ensuite, on s'assure de pouvoir faire des points de suivi assez régulièrement avec un point au bout d'un mois, un autre point au bout de 3 mois. Et on a aussi l'opportunité de pouvoir rencontrer Sylvain et Mathilde sur une journée engagement et performance. Donc, c'est une journée qui a lieu dans toutes les agences sur la première année de l'embauche. Et donc, où tous les collaborateurs recrutés sur l'année vont passer cette journée avec Sylvain et Mathilde et pouvoir vraiment avoir un lien individuel, poser des questions, faire des rapports d'étonnement et vraiment mieux comprendre l'histoire de Nord6. Et on a une autre action qui est une action d'intégration avec la Fondation Nord6. Donc, la Fondation Nord6
Elle est alignée sur notre raison d'être et elle a deux actions qui sont protéger la planète et réduire les inégalités sociales. Donc, on peut fonctionner avec deux associations et les nouveaux collaborateurs vont passer une demi-journée avec cette association. Donc, nous travaillons avec Emmaüs Connect qui combat l'électronisme. Donc, c'est du mécénat de compétences. Et la deuxième action possible, c'est avec une association qui s'appelle Latitude, qui est une plateforme qui met en relation des associations qui ont des besoins sur du numérique avec des professionnels du métier que nous sommes. La communauté Greenmakers, c'est une communauté de collaborateurs qui sont impliqués à titre personnel dans la protection de la nature et qui veulent pouvoir le mettre en place aussi dans leur vie professionnelle. Ça a été créé en 2018 au moment où Nord6 intensifiait ses engagements sur le plan environnemental. Et donc, on a eu une réponse très positive très vite, car à l'époque, on était 500 collaborateurs et on a eu très vite 120 personnes au sein de la communauté. Donc, un accueil très positif et on voit que il y a vraiment une attente en fait, des jeunes générations sur le positionnement des entreprises sur ce genre de sujet. Et voilà, un souhait de pouvoir s'impliquer sur ces sujets de protection de la nature. Cette communauté Greenmakers, on en tire deux types de bénéfices. D'abord des bénéfices en interne, où la communauté va pouvoir pousser des nouveaux sujets. Je pense par exemple à la réduction du plastique dans nos agences, on a pu changer le kit d'intégration avec des propositions de la communauté. On va suivre le bilan carbone de chaque agence et faire des nouvelles propositions pour l'améliorer. Et le deuxième type de bénéfice, ça va être plutôt à titre personnel. C'est vraiment une cohésion de groupe et ça permet de pouvoir s'entraider sur nos pratiques familiales, nos pratiques personnelles et vraiment s'améliorer ensemble. Donc, on a pu faire des actions collectives comme la promotion du vélo, comme moyen de transport pour aller au travail, le partage de bonnes pratiques comme la fabrication de lombricomposteurs, des balades de découverte de plantes comestibles et autres activités sympathiques. Très bien, merci pour cette deuxième vidéo. Frédéric, on continue sur notre fameuse expérience collaborateur. On sait bien que l'onboarding, c'est une étape primordiale pour la démarrer, cette expérience. Mais là, on voit que le secret de Nord6, c'est finalement d'organiser la pérennité ou en tout cas la possibilité de s'impliquer dans la vie de l'entreprise, de ses décisions. Est-ce que c'est peut-être ça le secret finalement de l'adhésion des collaborateurs au projet de l'entreprise? Le secret, c'est d'avoir un environnement de travail qui va être porteur de sens. Et ce sens, il est à l'échelle de la société, il est à l'échelle de l'impact qu'a chaque individu sur la société. Ça commence par le travail et le travail, au fond, c'est un effet levier parce qu'on est un collectif, parce que on s'inscrit dans une dynamique collectif qui permet d'agir. Il y a une bonne échelle derrière et on a besoin de stimulation. Tout à l'heure, j'entendais parler de ressourcement, de régénération. Il y a une énergie collective aussi à travers le lieu de travail. On a envie de faire société, de faire sens ensemble. Et ce que je retiens moi surtout du propos, c'est je le mets en écho par rapport aux jeunes qui font de l'apprentissage, puisque Formasup est un centre de formation d'apprentis, et que j'écoute attentivement les attentes et les besoins des jeunes aujourd'hui. Et il y a absolument besoin d'engagement porteur de sens. Et je les entends aujourd'hui dire que dans leurs critères de choix d'une entreprise,
cette dimension, elle devient de plus en plus importante et ce n'est plus simplement un critère, il passe à l'action massivement. Y compris dans des écoles particulièrement renommées où on pouvait se dire par le passé que des talents allaient viser des boîtes, plutôt des grandes entreprises. Aujourd'hui, on voit que des entreprises qui privilégient ce type d'approche par conviction et à dessein aussi. Quand je dis ça, c'est pas par calcul, uniquement pour nourrir un peu un effet de façade. On voit que derrière, on a de l'engagement dans la durée. Être en phase avec ces valeurs devient finalement quelquefois plus important que les conditions de rémunération. Oui, et pour la petite anecdote, ça ne touche pas que l'entreprise. Quand je dis ça, c'est il n'est plus rare du tout aujourd'hui d'avoir des étudiants qui écrivent à leur directeur d'école, y compris dans les plus grandes. Ça a été le cas récemment à HEC pour dénoncer le manque de clarté des choix, de produire ou de participer d'une production inégalitaire de la société dans les politiques de recrutement, dans les évaluations. Et on nous demande d'évoluer nous-mêmes dans nos écoles. Voilà, pour dire aussi que c'est un mouvement d'ensemble. Et derrière, on choisira aussi son école et son lieu de formation en fonction de critères qui sont les mêmes aujourd'hui que celui qu'on peut mobiliser pour choisir son entreprise, puisque on est sur des collaborateurs acteurs ou de futurs collaborateurs acteurs. Mathilde ou Sylvain, vous souhaitiez réagir par rapport à ces enjeux-là? En quelques mots, oui, je veux bien. 400% d'accord avec ce que vient de dire Frédéric. Je trouve que par rapport à la planète, le virage a été pris en octobre 2018 quand les 32 000 étudiants de toutes grandes écoles des commerces d'ingénieurs universitaires ont signé ce manifeste pour un réveil écologique en disant clairement nous n'irons pas travailler dans les entreprises qui se remettront pas en cause. Et je peux vous dire que c'est réel 2 ans après. Et ça inquiète méchamment quelques grandes entreprises qui étaient habitués à leurs polytechniciens, etc. Parce que ces jeunes-là font ce qu'ils disent. Et il y a un dernier baromètre, si je puis dire, qui a été fait en fin d'année dernière auprès de milliers de salariés. Et dans l'attente première, c'était l'autonomie qu'ils pouvaient avoir dans leur travail, la capacité et l'acceptation qu'ils prennent des initiatives, etc. Et en deuxième lieu, le besoin que les entreprises soient concrètes dans leurs engagements. Concrètes. Et c'était très, très important. Donc, voilà, c'est juste pour cautionner ce que vient de dire Frédéric en disant que c'est un mouvement extrêmement fort. Et je crois que nous, on l'a vu avec le télétravail. Bon, en 2019, il y avait 40% des collaborateurs qui étaient en télétravail. Donc, bon, pour nous, le 16 mars 2020, on a appuyé sur le bouton pour passer à 100%. Mais franchement, la majorité des entreprises étaient contre, bloquées là-dessus. Et donc, à mon sens, elles y ont perdu beaucoup d'argent le 16 mars 2020, parce qu'il aura fallu des semaines et des semaines pour se rectifier. Mais toujours est-il que là aussi, les jeunes et tous ceux qui sont en position de force, c'est-à-dire qui peuvent changer d'entreprise du jour au lendemain, moi j'espère qu'elles vont mettre pression sur les entreprises et sur les écoles et autres peut-être, comme dit Frédéric, mais qu'elles vont mettre pression pour qu'il n'y ait pas ces retours en arrière conservateurs qui ne se préoccupent pas de leur équilibre vie pro, vie perso, qui est extrêmement compliqué dans les grandes métropoles, avec des transports en commun qui marchent insuffisamment bien, qui sont bondés, enfin toutes ces choses-là, quoi. Il faut que l'entreprise elle n'a plus le droit de refuser de prendre en compte ces problématiques-là. Et à Norcis, on a décidé d'aller plus loin, c'est qu'on va essayer de prendre en compte dans notre recherche de composantes pour que chacun trouve ses équilibres, la famille et pas simplement le collaborateur. Très bien. Mathilde, vous vouliez compléter? Moi, je voulais réagir plutôt en lançant un défi à Frédéric. Ce serait de dire que l'IAE pourrait être la première école à donner des cours sur la perma. Alors, cap ou pas cap, Frédéric, en tout cas, nous, on est cap. C'était pas tout à fait prévu, mais c'est un beau challenge. On va vous inviter, Mathilde, avec plaisir. Super, merci.
Bon, très bien, on continue cette exploration des pratiques RH chez Norcis et dans la perma-entreprise avec un troisième sujet, celui de la formation et d'un dispositif qui est appelé l'école des devs chez Norcis. Un témoignage en vidéo de Justine Simoura, chargée de mission RH chez Norcis sur le site d'Elnevelin également. Je vous propose d'écouter cette vidéo et on en reparle juste après. Merci. L'école du développeur, c'est une école qui fait partie donc, de notre université d'entreprise et qui est dédiée, comme son nom l'indique, donc à nos développeurs qui vont intégrer Norcis et qui vont faire directement, dès leur arrivée, 10 jours de formation. C'est-à-dire qu'en fait, avant de rejoindre un client ou avant d'intégrer même une agence, une mission, ils vont passer tous par cette école. Donc, ce sont 10 jours qui vont être, pour le coup, réalisés au siège social, donc à notre agence d'Elnevelin située près de Lille. Et peu importe les technologies, peu importe l'expérience, de quelle agence viennent les collaborateurs, ils viennent tous passer cette formation au siège, tous ensemble, pour se rencontrer. En fait, on a des sessions tous les mois. C'est-à-dire qu'on fait ça justement par rapport aux arrivées pour qu'à chaque arrivée, on ait une session où les collaborateurs puissent s'intégrer. Et en fait, donc, ce sont 10 jours de formation plutôt technique pour le coup. Technique, mais du coup, ça va être beaucoup du participatif. Quand on entend école de formation, on pourrait imaginer quelque chose de très descendant, alors que là, pas du tout. Hein. Nous, nos écoles, c'est vraiment ludique et participatif. On est beaucoup dans des cas concrets pour que justement ce qui va être vu en formation puisse être mis en pratique dès le retour en mission par la suite, dès le lendemain. Alors effectivement, on a donc une université d'entreprise qui a été créée en 2003 et qui regroupe donc différentes écoles par rapport à nos métiers. C'est-à-dire qu'on va avoir une école donc du développeur que j'ai cité, une école pour nos pilotes de projet, pour nos consultants, pour nos analystes métiers. Et donc, en fait, l'ambition de Norcis, c'est de tendre vers le haut de gamme dans la façon de réaliser nos métiers. Et cette université d'entreprise, elle va concrétiser, elle va aider à ça, justement en apportant aux collaborateurs de nouvelles compétences techniques, parce qu'on va avoir des modules très techniques, des modules méthodologiques sur comment faire son métier, et des modules en relations humaines qui vont être là pour apporter un bonus, un petit supplément d'âme, on va dire, par rapport aussi à d'autres développeurs, par exemple, d'autres entreprises, de dire, nous, OK, on sait faire son métier techniquement, on est bon techniquement, mais le petit truc en plus, ça va être, par exemple, on va proposer des modules sur développer son esprit d'équipe, faire preuve d'écoute active, de créativité, savoir prendre le lead sur certains sujets, faire preuve de charisme. En fait, tous ces modules que les collaborateurs ne voient pas forcément dans leur formation initiale d'université, dans leur parcours initial, c'est des modules qui ne sont pas forcément abordés. Pareil, les techniques d'animation, de réunion. Et donc, tout ça, c'est vraiment important pour nous que ce soit mis en place et de pouvoir, comme j'ai dit juste avant, faire la différence et proposer ça aussi aux clients. Et on le voit de toute façon quand les collaborateurs suivent une formation et retournent après en mission, les retours des clients sont souvent de dire tiens, on a vu telle chose qui a été mise en place, telle technique qui a été mise en place, ou bien un collaborateur qui va être plus à l'aise dans certaines situations. Donc finalement, nous, nos formations, ce qui est important pour nous, c'est que ce soit vraiment du cas concret et que ça serve. En fait, les modules, ils sont vraiment adaptés en fonction des métiers et en fonction des spécificités pour pouvoir ensuite se servir de tout ce qu'ils vont voir en formation. Il y a toujours besoin de se mettre à jour. Et donc, ce sont des personnes qui vont eux-mêmes aussi chercher de leur côté, faire de la veille, mais d'avoir vraiment un temps dédié sur leur temps de travail et ces formations qui rentrent dans ce cadre-là et dans leur parcours professionnel, c'est vraiment quelque chose qui plaît et dont ils ont besoin.
Donc, c'est sûr qu'on remarque que l'université d'entreprise permet vraiment de faire la différence et aussi de fidéliser et voilà, d'apporter finalement, d'aider les collaborateurs à prendre confiance sur certains sujets ou leur apporter de nouvelles compétences, que ce soit méthodologiques ou relationnelles. Bien, merci à Justine pour ce dernier témoignage. Frédéric, une réaction également sur ce sujet-là. Bon, l'école des devs, c'est quand même un exemple d'un dispositif innovant qui démontre que la formation en interne peut jouer un vrai levier dans la fidélisation des talents et on boucle ainsi la boucle de l'expérience collaborateur. Oui, absolument. J'entends en fait trois choses à travers ce qui vient d'être développé. J'entends quelque chose que les RH qui sont ici présents dans l'auditoire connaissent, identifient bien, savoir la construction d'un avantage distinctif fort en jouant sur les compétences. Mais ce qui est intéressant ici, c'est non seulement jouer sur des compétences métiers techniques, mais c'est aussi jouer sur des soft skills, et y compris pour des développeurs. Et c'est intéressant dans le lien au client, dans le faire ensemble, on se régénère ensemble avec le client et en équipe. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est effectivement ce que vous soulignez, Maxime, c'est l'attractivité toujours, la marque employeur, le parcours collaborateur qui va passer par de la formation. Et ça, c'est propre à renforcer l'envie de rejoindre un groupe parce qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins aussi en termes d'employabilité et d'accompagnement de carrière. Et ça, c'est un signal important que de disposer d'un centre de formation interne. Et puis la troisième chose, et c'est très cohérent par rapport au modèle de permaculture, c'est l'idée aussi que pour réduire les inégalités, produire une certaine justice sociale dans l'organisation, il faut aussi mettre à disposition de tous les collaborateurs sans exclusive un accès à la formation. Or, on sait que cet accès, il n'est pas toujours très égalitaire aujourd'hui dans les entreprises. Très bien. Merci Frédéric. Je sais que vous devez nous quitter pour un train qui démarre vers 13h. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Est-ce que Mathilde ou Sylvain, vous vouliez compléter sur cet enjeu de la formation en interne de l'école des devs, de réexpliquer peut-être brièvement le pourquoi et le bénéfice que Norcis en retire de ce dispositif de formation innovant? C'est la formation tout au long de la vie sur des métiers en plus très techniques qui évoluent vite. Donc dès 2001, on savait que la formation c'était déterminant dans nos métiers. Et donc du coup, sur la base de ce qu'on appelle l'organisation apprenante, on a créé nos parcours de formation. L'organisation apprenante, c'est de dire, voilà, quand je conçois une formation, j'y mets différentes façons d'apprendre. Et dans ces différentes façons d'apprendre, la plus classique, celle où on retient le moins, c'est le côté très descendant de ce qu'on a pu connaître il y a quelques années. Et pour que quelque part on acquiert de l'autonomie, les bons réflexes, il faut aller de plus en plus vers des formations qui touchent la recherche, le partage d'expériences et aussi apprendre par la recherche la veille. Voilà, et sur cette base-là, on a conçu tous nos modèles de formation, ce qui est vraiment différenciant. Et quand on connaît bien le monde des ESN, où il y a une logique de profit très intense, on se dit il ne faut pas que que les personnes soient une journée sans être facturées. Nous, avant même d'aller chez le client, ils passent par 10 jours de formation. Donc, ils sont en période d'essai. Voilà. Mais on se dit que pour être sur notre ambition qui est de tendre vers le haut de gamme dans nos métiers, eh bien, ça passe par des actions fortes de la formation et pour tout niveau.
Et cette école du dev, hein, on mélange à la fois des gens qui ont un an d'expérience comme 10 ans d'expérience, mais qui pratiquent le même métier. Parce qu'on compte aussi sur l'émulsion que va créer cette formation autour du partage d'expérience. Très bien, merci. Je vais prendre le relais Oui. et puis après, je vais devoir vous quitter. Vous m'entendez là, hein, parce que Oui, bien je sûr. touche pas tous les boutons. En fait, à travers tous ces exemples-là, et encore, on s'est focalisé sur le domaine, on est en train de dire indirectement que penser perma-entreprise et toutes ces dynamiques, c'est sans doute aussi repenser l'offre produit et service de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on se dit, voilà, on veut travailler fortement l'employabilité, etc., pour que ça ne soit pas un coût et avec beaucoup d'inconnus, que ça soit un véritable investissement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repensé notre offre. Et notre offre, c'est là où on s'est dit, ben voilà, on va trouver le bon équilibre et la performance économique parce qu'on va se positionner sur le haut de gamme dans notre métier. Et on a revu un certain nombre de choses. On a revu notre tarification. Vous voyez, on a reconçu finalement le modèle même de l'offre et des produits par le biais de questions qu'on s'est posées au nom de la perma-entreprise. C'est pour ça qu'on arrive à faire tout cela. Aligné Et avec la nos raison concurrents d'être. qui ne font pas ça, ben effectivement, ils sont dans la maximisation du profit avec toute journée, il faut la facturer, ça fait rentrer de l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de baisser leur niveau, ils sont en train dans le moyen de gamme. Et ben, quand il y a une période de crise, ben, on peut en reparler. Parce que je pense que dans toutes les crises, le haut de gamme, quels que soient les secteurs d'activité, n'a jamais eu de souci. Ou en tout cas, amortit beaucoup plus la casse, si je puis dire. Vous voyez, donc, j'insiste là-dessus, c'est finalement, c'est penser perma-entreprise, c'est un excellent moyen de revisiter ses offres et ses produits et de les inscrire dans ce modèle, mais aussi dans le temps, dans le moyen terme. Et comme quand vous voyez avec la rapidité avec laquelle évolue le monde et que tout d'un coup, puisqu'on est dans le Nord, la grande distribution a vu arriver Amazon et commence à tout détruire, si vous êtes en mode réactif, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de réfléchir à l'évolution du monde, les nouvelles tendances, les mutations technologiques notamment, mais pas que technologiques, évidemment écologiques, etc. Et les intégrer et faire évoluer ces offres et produits avant que ça nous tombe dessus. C'est fondamental pour la performance de l'entreprise à moyen terme et finalement sa valorisation. Je parle économique parce que je sais que les chefs d'entreprise, c'est leur clé d'entrée. Je voulais finir en répondant à une petite question qu'il y a eu dans le chat. Effectivement, et c'est marrant d'ailleurs, les fondateurs de la permaculture, quand ils ont parlé de l'usage sobre des ressources, etc., ils étaient focalisés sur les énergies fossiles. Mais non pas en disant ça va générer trop de gaz à effet de serre et finalement dérégler notre planète. Non, eux, leur préoccupation, c'était lié au fait qu'on se disait qu'il y aurait une pénurie de ces énergies fossiles, qu'on manquerait de pétrole et autres, et donc il fallait avoir un usage sobre. Et vous voyez, c'est amusant parce qu'en 40 ans d'écart, les raisons ne sont plus les mêmes, mais le constat est le même. Il faut être dans la sobriété de l'usage des ressources. Voilà, et donc quelqu'un a fait allusion à ça et il avait tout à fait raison. C'est Jonathan, je crois. Voilà. Très bien, merci Sylvain pour ce mot de la fin en forme, en tout cas pour vous, d'hymne pour les entrepreneurs à bien repenser leur projet d'entreprise en adéquation avec la raison d'être, leur environnement et finalement tout ça a participé à une réflexion globale et qui s'alignait avec toutes les parties prenantes, on l'a bien compris. Merci d'avoir été avec nous Sylvain. Merci, au revoir. Mais j'étais ravi que vous acceptiez notre invitation. Mathilde, peut-être qu'on a une ou deux questions dans le chat auxquelles vous pourrez peut-être répondre. On a a priori déjà en partie répondu, mais une question de Sylvie Lecomte qui dit avez-vous rencontré des résistances de certains collaborateurs à s'impliquer dans une action perma-entreprise en disant il peut exister une frilosité à s'engager et à s'impliquer au-delà de la tâche?
Est-ce que ça fait Alors partie? moi, ok, je parlerai de ce qu'on met en place depuis plusieurs années, ce qu'on appelle l'entreprise à la carte. Donc, c'est C'est-à-dire la base du que, volontariat, c'est ça? voilà, quand je parle du panel démocratique, on est bien sûr, tu as la possibilité de t'engager un peu plus et de contribuer aux décisions de l'entreprise, d'influencer l'entreprise via le panel, mais tu as la possibilité aussi de ne pas le faire. Quand Bénédicte parle de la communauté Greenmaker, c'est voilà, c'est une communauté basée sur le volontariat. Donc, l'idée, c'est plutôt de proposer une entreprise à la carte dite donnant la possibilité à chacun, en fonction de son métier, de ses intérêts personnels, de s'engager un petit peu plus dans l'entreprise. Mais c'est pas obligatoire. Et je pense que c'est la clé, quoi. Ce qui nous réunit au sein de Norcis, c'est de vouloir co-construire, l'intérêt pour les autres, mais après l'engagement, il y va de ses intérêts personnels et professionnels, du moment de la vie où on en est, où on peut s'engager plus ou moins. Je viens d'avoir un enfant et mes enfants ont 18 ans. Enfin voilà. Donc je pense que moi je répondrai à Sylvie par cette entreprise à la carte. Très bien. Jacques nous demande si il y a possibilité de disposer des blocs méthodos, témoignages, etc. Alors nous, on diffusera ce webinaire, mais on peut renvoyer au livre dans ce cas-là. Tout à fait, puisque le livre, en fait, comme je disais, c'est à la fois une prise de hauteur, donc c'est à la fois conceptuel, c'est à la fois très visuel parce qu'il y a des magnifiques dessins de Étienne Appert. Oui, absolument. Il y a la méthodo, il y a les exemples norcistes, il y a les objectifs d'impact. Enfin, voilà, en fonction de si on est cerveau gauche, cerveau droit, je pense que il est pour tous. Très bien. Et moi, ce que je peux dire à Jacques, c'est que voilà, nous, ce livre, bon, la réflexion menée depuis plus de 18 mois, ce livre, il est sorti en mars. On est dans la promotion de ce livre et un peu contrainte puisque tout doit se faire en webinaire. Là, par exemple, Sylvain est parti parce qu'on fait une présentation à nos clients qui sont intéressés. Donc, on est plus dans le moment de promotion. On attend de voir l'accueil qu'a ce livre. Mais c'est vrai, dans un coin de notre tête, et j'ai profité d'être avec Frédéric pour lui dire, tiens, est-ce qu'on peut essaimer aussi dans les écoles? Peut-être qu'on créera une école pour des perma-entrepreneurs. Enfin, voilà, tout ça, c'est encore rien n'est décidé. Merci Mathilde. Dernière question avant de nous quitter, puisqu'on arrive à la fin de notre webinaire. Jonathan nous demande si vous envisagez d'associer d'autres parties prenantes externes, type associations, citoyens, clients, etc., à l'audit finalement et au référentiel de perma-entreprise. Bon, c'est vrai qu'on a cité Greenpeace, mais qui est un engagement par ailleurs de Sylvain. Bon, la question était effectivement de l'association d'autres parties prenantes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est uniquement des entreprises pour le moment? Alors, en fait, Sylvain a parlé agencement des parties prenantes. Et donc, ça, c'est un peu un classique chez Norcis, c'est-à-dire que c'est important de s'interroger par rapport à un projet et d'agencer les différentes parties prenantes. Donc, effectivement, quand on dit partie prenante, c'est à la fois interne, et c'est celle, on va dire, à laquelle on pense de manière spontanée, mais aussi externe. Je prends l'exemple d'une réflexion qu'on a eue la semaine dernière sur l'enjeu qui est de régénérer les énergies des collaborateurs en cultivant leur qualité de vie au travail. Eh bien, on s'est posé la question d'impliquer la partie prenante famille pour mesurer l'impact et les objectifs de fait. Donc, bien sûr que c'est toujours très riche en fait d'intégrer l'externe. Et je donne un exemple avec la famille. Approche Pouvoir globale. recueillir, on est même allé plus loin en tirant le fil, de demander aux enfants des collaborateurs de faire un dessin de ce que représente l'entreprise de papa-maman à travers ce que leur racontent leurs parents.
On réinvente les Family Day avec un vrai sens. C'est ça. Super Mathilde. Merci beaucoup. Merci à Sylvain, merci à Frédéric. Merci évidemment aux trois gestionnaires RH, Justine, Bénédicte et Mélanie, qui ont apporté leur témoignage avec le tournage de ces vidéos. On a un tout petit peu dépassé le timing et on en est désolé, mais c'était pleinement justifié vu l'intérêt du sujet. On arrive donc à la fin de ce webinaire. Merci à toutes et à tous de votre présence. Je renvoie bien sûr à l'ouvrage de la Perma-Entreprise. Ce webinaire sera diffusé dans quelques jours en replay. Quant à moi, il me reste qu'à vous donner rendez-vous pour un prochain Human Club que j'espère en présentiel. Et comme je l'ai dit en tout début d'émission, un Human Day en janvier 2022 où on reparlera peut-être d'ailleurs de perma-entreprise et surtout d'engagement RSE, évidemment. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.